Fort de Montrouge, au sud de Paris. Ces hommes sont des gendarmes et des policiers. Ils font partie d'un groupe d'élite spécialistes de la lutte contre le grand banditisme. Vous ne verrez pas leur visage car ils passent tout leur temps sur le terrain et doivent protéger leur anonymat. Ce matin, réunion importante, un informateur leur a permis de localiser 7 individus en cavale depuis 6 mois. Donc là, le but, c'est de serrer notre client en faisant bien attention. C'est quelqu'un sur son palmarès qui est archi connu des services policiers et gendarmerie et notamment connu pour de nombreux faits de stupéfiants. Apparemment, c'est la cocaïne et beaucoup d'histoires de violence aussi. Donc c'est quelqu'un qui est susceptible d'être dangereux. Il y a notamment des affaires d'enlèvement, séquestration, des tortures, des actes de barbarie. Donc c'est quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux. Et quel gabarit à peu près? 1m87. Ouais, c'est un grand bonhomme. Hein. Donc Boris, vas-y. Boris est le spécialiste de ce type d'opération. C'est lui qui détermine la technique d'interception. Comme Yann l'a précisé, il a un gabarit assez important. Donc on va privilégier, c'est l'option qui est prise, qu'il soit interpellé à bord de son véhicule. Donc je rappelle, ça c'est le véhicule 1, bouchon avant, véhicule 2, bouchon arrière. Le véhicule 1 part. Nous, la mission donc, la mienne, importante, primordiale, c'est de donner le top départ et la position de la cible dans le véhicule. À l'instant T, quand Yann a décidé qu'on intervient, il donnera le top départ. Allez, on prépare tout et puis on est prêt à partir. Hein. Avant la mission, les hommes prennent quelques précautions, gilet pare-balles, pistolets automatiques et même matraque télescopique. Le deuxième dedans et tu mets le deuxième poignet. Là, on prend l'armement individuel, le pistolet automatique. Parce qu'il faut qu'on puisse rester mobile sur des interpellations en véhicule. On ne peut pas trop se charger d'armes collectives type fusil à pompe ou pistolet mitrailleur, parce qu'après, on a les mains qui sont prises. Pour ce type d'opération, l'équipe n'a pas le droit à l'erreur. Le fugitif est connu pour être violent, il peut être armé. Ouais, bon, on va se mettre en route dans 2 minutes, là. Tu te prépares? C'est en plein Paris, à 1 heure de pointe, que doit avoir lieu l'interpellation. À l'intérieur des véhicules, concentration maximum. Bruce de Yann. Ouais, de Bruce, je te reçois. On est tunnelisé sur l'objectif et il n'y a plus que ça qui compte, c'est de réussir dans les meilleures conditions possibles l'arrestation. Vous avez peur? Non, c'est pas une peur, c'est plutôt une crainte de louper. Hein. La phase d'arrestation, c'est toujours quelque chose de délicat. Mais non, on ne peut pas parler de peur, c'est une petite appréhension par rapport à la réussite de la mission. Pour le moment, le fugitif se déplace en voiture dans le 14e arrondissement de Paris. Ouais, ok, c'est bon. Le véhicule de Patrick et Yann se gare à proximité. On est stationné boulevard Arago pour l'instant et l'objectif il est dans une petite rue à côté. Donc Boris est en train de se mettre en place. Hein. À ce moment-là, Boris se trouve juste derrière la cible. La filature peut commencer. Oui, allô? Ouais, c'est moi. Je suis derrière. Ouais. Il arrive place d'Enfer Rochefort par la rue Saint-Jacques. Ouais, il est reparti. Je suis derrière lui. Il est à bord, il est tout seul. Ouais. Ah, il s'arrête sur la droite à côté du café, le d'Enfer Café. D'accord? Ouais. De toute façon, dès qu'on a la possibilité, on va le serrer. Ouais, il est dans un bar là. La voiture est devant une camionnette blanche. Forcément, quand le mec il va monter, je vais la voir, tu vois. Ben, le mec repart. Il est au téléphone. Le fugitif est à quelques mètres. 34 ans, trafiquant de drogue et de nombreux faits de violence à son actif. Il est vêtu d'un gilet noir, t-shirt blanc et jean bleu. Alors il a enlevé son blouson, il est monté à bord du véhicule. Gilet noir, t-shirt blanc et pantalon bleu, c'est bien l'objectif. Ça y est, il vient de démarrer là, il vient de démarrer. Boris est toujours derrière le suspect en filature discrète. Il donne le top départ aux autres véhicules de l'équipe. Ils ont alors quelques secondes pour se rapprocher et resserrer leur dispositif autour du fugitif. À 100 km/h en plein après-midi dans Paris, les gendarmes doivent être très vigilants. La moindre inattention peut se transformer en drame. Une fois à proximité du suspect, il faut choisir le bon moment pour intervenir. Ouais, c'est bon là, vas-y, enchaîne pas, t'enchaînes derrière. Bruce, on s'excite pas, tu passes devant tranquillement. Yann et Patrick arrivent juste derrière la voiture du fugitif. Ouais, bravo placé, on le fait au prochain feu. Top action, c'est parti.
Au cas où le suspect aurait verrouillé ses portières, les gendarmes vont briser la vitre de la voiture. Bouge pas! Bouge pas! Bouge pas! Sors ta gueule! Sors ta gueule! Sors de là! Sors de là! Allez au sol! Au sol! Au sol! Attends, bouge pas, il faut que tu la ceinture. Bouge-la! Bouge-la! En moins d'1 minute, l'homme est neutralisé. Pour le fugitif, cette interpellation met fin à une cavale de 6 mois. Vas-y, assieds-toi. Hey, on prend le véhicule, on ramène tout le cortège au service. Le trafiquant de drogue présumé va être emmené au siège de l'OCLDI, l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante. Durant l'interpellation, il a été légèrement blessé par des éclats de verre. Il est d'abord soigné, puis les gendarmes lui notifient sa garde à vue. Tu reconnais que le mandat de recherche s'applique bien à toi? Oui. Tu reconnais avoir eu tes droits après ton interpellation? Oui. La marchandise prohibée, en l'occurrence résine de cannabis. Oui. Ça veut dire quoi? Que j'aurais acheté. Oui. J'aurais acheté du shit. J'aurais vendu du shit aux abîmes. Ouais. Vous vous attendiez à une arrestation? Enfin, vous vous méfiez un peu des fois? Je suis de nature méfiante, mais je m'attendais pas à une arrestation. T'es méfiant pourquoi? Je pars par nature comme ça. On t'a mis en garde à vue, mais en fin de compte, tu vas être transféré dans les locaux de la PJ de Patay. C'est eux qui traitent l'affaire dans laquelle tu es impliqué. Pour les hommes de l'OCLDI, la mission se termine là. C'est grâce à leurs contacts que l'arrestation a pu se faire. Maintenant, c'est la police du Val-de-Marne qui prend le relais. La garde à vue du suspect va durer 4 jours. Mais l'essentiel des enquêtes des hommes de l'OCLDI est surtout un travail de longue haleine. Le lieutenant Philippe Firmin et l'adjudant Gilles Lioret, son adjoint, enquêtent sur un trafic de métaux volés. Une grosse affaire qui met en cause au moins 20 personnes. Ce matin, ce n'est pas en voiture, mais en hélicoptère qu'ils vont patrouiller. C'est important pour nous d'avoir une situation vraiment globale et en plus en l'air on voit vraiment tout, quoi. On a peut-être des choses qu'on ne peut pas voir depuis la rue, qu'on va pouvoir voir là d'hélicoptère. La mission du jour, prendre des photos des lieux clés de leur affaire. Pour commencer, cette société de recyclage de métaux. Les gendarmes suspectent ses responsables de racheter et d'écouler des métaux volés. Mais ce qui intéresse surtout Philippe et Gilles, c'est de pouvoir découvrir du ciel des endroits sensibles auxquels ils n'ont jamais accès. Certains campements des gens du voyage qui seraient mouillés dans cette affaire. Des dizaines de caravanes groupées sur des aires d'accueil en pleine campagne, mais aussi des zones résidentielles où de petits pavillons côtoient les mobil-homes. Ça va pas être simple. Je pensais que c'était quand même beaucoup plus important que ça, que là, vraiment, c'est bien cloisonné, donc ça va quand même nous faciliter notre opération. Il est pratiquement impossible de passer en voiture, puisque le moindre passage, on est repéré, il y a les enfants qui sont en train de jouer aux abords du campement, il y a les femmes qui sont à l'extérieur, et un véhicule qui n'est pas habitué à passer est immédiatement repéré. Vous mettez en œuvre de sacrés moyens quand même, hein, on pourrait dire pour un simple vol de métaux. C'est pas qu'un simple vol, hein, c'est un gros phénomène, c'est un phénomène national, hein, qui a pris une ampleur considérable et il faut qu'on y mette un terme par tous les moyens. Arrêter les voleurs de métaux et leurs receleurs est donc devenu une priorité. Et pour cause. Depuis 3 ans, les vols de métaux ont presque doublé. Pour responsable, la flambée des prix de l'acier, du nickel, de l'aluminium, mais surtout du cuivre, la première cible des malfaiteurs. Et du cuivre, on en trouve par exemple dans les caténaires qui permettent au train d'avancer. Résultat, les vols se multiplient. Ils provoquent des perturbations du trafic et même des accidents. Mais les voleurs ne reculent devant rien pour se procurer ces précieux métaux. Ils attaquent des camions transportant des pièces métalliques. Ils découpent des monuments aux morts en bronze. Et vont jusqu'à dérober les toits des églises pour récupérer le zinc. Dans le secteur du bâtiment, on déplore des vols quasi quotidiens. Fabien Krief dirige une société qui fabrique des installations électriques. Comme presque chaque week-end, l'un de ses chantiers a été dévalisé.
Les dégâts sont énormes. Les voleurs ont dépouillé ces futurs logements de tout leur fil de cuivre. Les coupes à ras. Tout ce qui dépasse des tubes. En fait, ils pourraient couper plus haut, mais quand ils font ça, il faut qu'ils aillent vite. Donc, ils coupent tout ce qui dépasse des boîtes. C'est le travail à la chaîne, quoi. Faut que ça débite. On ressent de la haine et on n'est pas bien du tout. On passe une journée assez pénible. Mais bon, malheureusement, on ne peut rien faire par rapport à ça. Depuis 6 mois, ça augmente en permanence. Il y en a de plus en plus. Le lendemain d'un week-end, on n'a qu'une peur. Qu'est-ce qu'on va retrouver le lundi sur les chantiers, oui. Là, il y a la filerie, mais là, ça a été volé. C'est ce qui va directement. C'est des lignes directes qui vont au tableau électrique. Donc, elles sont plus faciles à... C'est plus facile à voler. Et puis, ils récupèrent toute la longueur. Ils s'y connaissent, non, un peu? Ah bah, à mon avis, au bout d'un moment, oui, ils connaissent un petit peu comment sont faites les installations électriques et ils savent, disons, là où aller chercher ce qui est rémunérateur. À 5 000 € la tonne de cuivre, ce type d'opération est rentable pour les voleurs. C'est facile, c'est pas risqué. Quand ils sont arrêtés, ils sont relâchés rapidement. Donc, Et sur un chantier comme celui-ci, le préjudice, il est à peu près de quel montant? Bah là, sur le chantier, on a eu... Oui, on a eu 80% des logements qui ont été touchés. Il y a près de 26 000 € hors taxes. Au-delà de l'argent perdu, c'est surtout le retard pris par le chantier qui inquiète ce chef d'entreprise. Tout a été coupé. Il y a du boulot pour reprendre tout ça. Il y a du boulot, oui. Donc ça va nous faire une journée et demie de travail, rien que pour les 3-4 logements du rez-de-chaussée. Ça va être des semaines et des semaines de travail pour reprendre tout ça. Bon courage, Vicente. Chaque week-end, ce sont des milliers d'euros qui s'envolent des chantiers. Et c'est justement pour cela que les gendarmes de l'OCLDI sont sur le pied de guerre. Nous retrouvons Philippe et Gilles qui poursuivent leur enquête sur ce vaste trafic de métaux volés. Aujourd'hui, Gilles se prépare pour une nouvelle mission de surveillance. Appareil photo, le dictaphone, le téléphone. Hop. Le gendarme va passer plusieurs heures dans ce véhicule banalisé aux vitres teintées. Cela s'appelle un sous-marin. C'est l'un de ses collègues qui le conduit sur le lieu de la surveillance. Une société de recyclage de métaux qui écoulerait des marchandises volées. Si tu te positionnes juste après le portail, nous on l'aura dans l'oblique, là ça sera pas mal. C'est un simple contrôle de routine dans la société qui a mis la puce à l'oreille de ces spécialistes des vols de métaux. Alors on arrive à la société, je vais fermer et faire un minimum de lumière. Nickel, c'est bon, pause. Voilà. Nickel, c'est bon. À tout à l'heure, je te rappelle. Le but de cette surveillance est d'identifier les personnes qui viennent régulièrement livrer des métaux. Voilà une livraison. Tout part de cette boîte. Donc on a essayé de savoir quelle était leur activité, diurne et nocturne, pour savoir si eh bien, la clientèle qui se présentait à la boîte de façon journalière correspondait à ce qui était inscrit sur le registre de police de la société. Et on s'aperçoit naturellement que les deux choses ne correspondent pas. Les comptes de la société font apparaître des livraisons qui n'existent pas en réalité. Un système frauduleux qui intrigue les gendarmes. Ils sont très bien structurés, on est sur de la criminalité organisée. Et donc, ce dossier, tout le monde a envie de savoir comment ils s'organisent, comment ils font. Et on ne serait pas là si on n'était pas persuadés tous, ensemble, qu'il y a le petit plus, le petit truc qui va un jour nous aider à tirer la ficelle et à trouver le pourquoi du comment, quoi. Mais ce matin, Gilles n'apprendra rien de nouveau. Le sous-marin est devant l'entreprise depuis plus d'1 heure, de quoi paraître suspect. Je voudrais pas qu'on reste trop longtemps là, quoi. Ils sont quand même, tu vois, tu dis à Fabien qu'il vienne me récupérer et puis comme ça on bouge. Depuis l'explosion des vols de métaux, les recycleurs sont dans le collimateur de la police et de la justice. Leur métier consiste à collecter ou à racheter des déchets métalliques. Une fois triés,
80% de ces métaux sont traités pour être réutilisés dans l'industrie. Nous sommes près de Tours. Dans la famille de Jean-Philippe Sepcha, on est ferrailleur de père en fils. Aujourd'hui, leur enseigne regroupe une dizaine d'entreprises. Pour toutes, la consigne est la même, attention à ne pas racheter des métaux volés. Ce matin, un particulier vient livrer de vieux éléments de robinetterie, du cuivre et de l'étain. Et c'est le PDG en personne qui vient se renseigner sur la provenance de cette livraison. C'est des chutes qui proviennent d'où, ça, ces chutes de laiton, là? Oh, bah ça, c'est des copains de l'EDF qui m'amènent ça. Ah ouais, d'accord. Comme ça. Un peu tout le monde, en fait, qui m'en amène. Et quand vous avez une livraison de ce type, vous faites attention à quoi? Déjà, si c'est si c'est des pièces neuves, des chutes neuves, si vous voulez, si j'ai un doute, tout ça, je ne prends pas. Vous voyez, parce que là, on voit vraiment que c'est vraiment de vieilles pièces, parce que vous voyez, elles sont toutes marquées, elles ont déjà travaillé. Donc ça ne peut pas venir directement d'une usine ou quoi que ce soit. Si je vois que si ça me semble douteux, je dis je ne peux pas te la prendre. Voilà, donc éventuellement, essaye ailleurs, quoi. Il n'est pas très content. Voilà. Et il n'est pas content du tout, non, c'est surtout ça. Non. Il n'est pas content du tout, mais ça fait partie du jeu, puis on ne peut pas se permettre de... Voilà, et vous perdez des clients? Entre la perte de clientèle et le gain de tranquillité, on a fait un choix. Les métaux sont triés, pesés, puis le client reçoit un bon de livraison qu'il va présenter à la caisse pour être payé. Un bon uniforme, voilà. Ça va? On fait 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 10 et 12,74. Et merci. Voilà, à bientôt. Voilà, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. 812 €. Ce particulier vient d'arrondir confortablement sa fin de mois. Mais à présent, toutes ces coordonnées figurent dans un registre, le livre de police. Ainsi, chaque dépôt de métaux peut être tracé. Dans les colonnes, on a un numéro d'ordre, les matières achetées, les quantités, les prix unitaires pour chaque métaux, l'identité du vendeur, son permis de conduire, sa pièce d'identité. Ça sert à quoi en fait? C'est plus pour la police. Nous, ils ont les coordonnées, ils ont les quantités, et ils peuvent les retrouver facilement, ils ont les pièces d'identité aussi. Donc, je veux dire, c'est surtout pour eux, c'est un détail de tout ce qu'on achète. Et malgré la vigilance des employés, il arrive que des métaux volés soient rachetés ici. Jean-Philippe Sepcha en est bien conscient. Bon, ça, c'est du vieux zinc de couverture, qui est, en général, on achète ces marchandises-là aux couvreurs, un peu aux particuliers. On a déjà vu des maisons qui ont été découvertes de leur zinc et ramenées chez les récupérateurs. Et là, malheureusement, on ne peut pas voir si la personne amène 3 gouttières et puis 2 chéneaux de zinc, comment voulez-vous qu'on sache que c'est volé? Cependant, pour certains produits comme ces câbles de cuivre, impossible pour un professionnel de ne pas faire la différence entre récupération et marchandises volées. Si demain on achète 5 tonnes du même câble, de la même section qui a été coupée à la tronçonneuse, là il faut se poser des questions automatiquement parce que quelque part c'est que ça a été tronçonné sur un turet et là il y a des questions à se poser. Ces cuivres qui sont volés, ça ira chez quelqu'un qui est complètement conscient que c'est de la marchandise volée. Souvent le receleur est de mèche. Souvent, oui. Et moi j'ai même connu des gens qui allaient indiquer aux voleurs, tiens, va dans cette usine et va me voler ça, et c'est arrivé. Et ce sont justement ces brebis galeuses qui intéressent nos gendarmes. Retour à la cellule d'enquête. Pour ce dossier important, 9 enquêteurs sont mobilisés. Ils travaillent dans un petit appartement transformé en quartier général. Gilles analyse les photos prises devant la société de recyclage suspecte. Des photos qui tapisseront les murs du bureau. On a affaire à des familles, donc il y a d'énormes ressemblances, donc on peut le voir, certains se ressemblent très fortement, donc parfois on a du mal à définir qui est qui. C'est important d'avoir toujours en tête les personnes qu'on va être amené à voir, à contrôler, et on peut les croiser à tout moment, donc c'est quand même important d'avoir ces images toujours à la tête. À force de surveiller la société, ils ont repéré des clients réguliers, au comportement suspect. Ils sont représentés sur ce schéma avec leurs liens familiaux. Ce sont tous des gens du voyage.
Donc lui, effectivement, qui se trouve ici, symbolisé au centre, a le plus gros dépôt effectué sur un an, hein, près de 70 tonnes. Sur un an, ce qui est énorme pour quelqu'un qui n'a pas d'activité déclarée de ferrailleur. On peut se poser la question de savoir comment un individu comme ça, seul, peut déposer ce total de métaux. Impossible en effet pour un simple ferrailleur de se procurer seul autant de métaux en si peu de temps. De la récupération qui ressemblerait plutôt à du vol organisé. Les gendarmes se retrouvent donc face à une bande de trafiquants. Et ces personnes-là sont des gens qui sont déjà connus des services de gendarmerie? Effectivement, des vols de fret, des braquages, des faits du même type, oui, effectivement, il y en a qui sont connus, voire bien connus. Parmi les membres de cette véritable nébuleuse, un individu est spécialement ciblé par les gendarmes, un certain Raymond. C'est un client régulier de la société de récupération, mais les gendarmes ne l'ont jamais vu livrer de métaux. Il se contente de parader dans sa voiture de luxe. Alors, quel est son rôle dans la magouille? Ce matin, une filature est organisée. Philippe, le chef de la cellule, rejoint ses collègues. Il veut connaître les activités quotidiennes de Raymond. Ouais, Yannick de Fifi, tu peux me donner la position? C'est le véhicule à 3 heures, c'est ça correct là hein? Je confirme, il s'arrête face au salle de bain, C'est à droite, il y a la Twingo qui est stationnée. Hein. Ah voilà, la Twingo est là. Aujourd'hui, Raymond se déplace dans un véhicule plus discret que d'habitude. Il est stationné devant un magasin de meubles. Les 5 voitures de gendarmes sont à l'arrêt. Un piéton confirme qu'ils sont toujours à l'intérieur du magasin, visiblement pour prospecter pour une cuisine. C'est reçu. Faut de la patience là aussi. Parfois, là, parfois on passe des heures. Hein, et là, vous voyez, bon, c'est vrai que pour nous, c'est pas très intéressant de savoir qu'ils vont acheter une cuisine, mais ben, il faut le faire. Hein. Il pas démarré. Hein. Il se met sur la voie de gauche, hein, carrément sur la voie de gauche. Tu prends, Seb? Il va faire demi-tour. Les gendarmes espèrent que Raymond va les emmener sur les lieux d'un prochain vol de métaux. Affirmatif, plein gaz, direction Shell, national 34, reçu. Et dans ces cas-là, les limitations de vitesse et les feux rouges n'ont plus d'importance. Pour info, il est au téléphone. Si le gendarme précise que Raymond téléphone, c'est qu'à quelques kilomètres de là, dans les bureaux de la cellule d'enquête, Didier peut écouter toutes ces conversations. Dans ce dossier, une douzaine de personnes sont sur écoute. Allô? Ouais, t'es où? Michel. Viens, c'est un petit verre, là. Ouais, mais dans une petite heure. Les écoutes sont une aide précieuse pour les gendarmes. Encore faut-il comprendre ce qui se dit. Il y a un argot propre aux gitans, il y a certains mots qui peuvent revenir, mais bon, généralement, bon, ils cherchent quand même à dissimuler donc, le sens de la communication. Et bon, ils parlent souvent de machin, ou alors on se donne un rendez-vous là-bas, là où on était donc la dernière fois. À force d'écouter les conversations des suspects, les gendarmes savent tout de leur vie privée. Des informations utiles, mais qui ne remplacent pas les filatures. On rencontre beaucoup de difficultés avec lui, c'est qu'il ment tout le temps. Même à ses proches, il ment. Donc il ment à sa femme, il ment à ses maîtresses, il est toujours en train de mentir. Il va vous dire, écoutez, je suis là dans une heure, mais il viendra jamais. Quoi. Ils n'ont pas de logique. Nous, on est trop logique, mais eux, ils n'en ont pas du tout. Et c'est ce qui fait leur force. On a rattrapé la filature. Là.